Frérot, tu te rappelles, la semaine dernière, on avait parlé des gros bracos réalisés par Visa et Mastercard. Là, il y a du nouveau du côté de Visa et encore une fois de grosses dingueries. On va également voir une menace reliée à FTX, ouais, on va en reparler. Là, c'est chaud, là, c'est chaud. On va aussi parler de l'attaque qui s'attaque aux institutions financières. On va définir les termes. Comme d'habitude, on va faire une grosse mise au point sur l'état des ETF. On va voir pourquoi ça pourrait être un gros catalyseur du prochain bull run. Et à la fin, je vais te parler d'un NFT qui pourrait te permettre de gagner de l'argent à vie. Donc si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon programme gratuit pour débutants qui te donnera les bases pour comprendre la crypto. Et si tu es un rêve déterminé, abonne-toi à la newsletter parce que chaque jour, je te partage un condensé des meilleures actus crypto et quelques réflexions pour se préparer au mieux au prochain bull run. Et avant de commencer, tu connais la maison, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, surtout en bear market où on n'est pas beaucoup. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. T'inquiète frérot, on lâche rien. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour m'envoyer le NFT. Et même si vous en avez plusieurs, accumulez-les parce qu'au prochain bull run, ces NFT auront beaucoup de valeur. Donc tu connais, hein? Si tu connais pas, moi je suis ton gars sûr. Et chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech. Et c'est parti frérot, on commence. Braquage Visa, partie 2. Mais avant ça, remettons-nous dans le contexte. La semaine dernière, nous avions appris que Visa et Mastercard avaient annoncé une hausse de frais pour entre autres financer l'innovation. Et selon moi, il faut entendre par cela financer la recherche et le développement de l'implémentation de la technologie blockchain dans leur process. Car auparavant, Solana Pay a annoncé lancer un plugin sur Shopify pour permettre aux commerçants de valider leurs paiements à travers la blockchain Solana, ce qui pourrait être très avantageux pour eux. Car en passant par Solana, les commerçants ne paieraient que 0,00025 $ par paiement, contre les 1 à 3% qu'ils doivent payer en passant par des processeurs de paiement traditionnels comme Visa et Mastercard. Solana est en train de leur faire de l'ombre. Maintenant, on va se concentrer sur Visa. Quand Visa a vu ça, il s'est dit « Ah ouais, Solana prenne trop la confiance, mais on ne peut pas les laisser prendre le dessus. » On va essayer de s'imaginer ce qui s'est passé en interne. Il y a un petit peu qui parle, il dit « Mais chef, depuis 2021, nous réalisons des tests sur la blockchain Ethereum. Ne serait-il pas pertinent d'envisager utiliser Solana ? » Tu connais au début le chef comme c'est un mec viril et que nous on n'aime pas. Ah oui, quand on a tort, il lui a dit hey, toi tu parles beaucoup. Mais quand le chef est rentré chez lui et qu'il a fait ses recherches sur Solana, laisse tomber. Il a vu que c'était une des blockchains les plus rapides au monde. C'est dit dinguerie, le petit a raison. C'est pour ça que Visa a annoncé exploiter le potentiel de la blockchain Solana dans leurs tests reliés au paiement. C'est une nouvelle majeure parce que ça fait de Visa la première grosse entreprise de paiement mondiale à exploiter le potentiel de la blockchain Solana. Donc le lendemain en réunion, le chef a dit au type qui avait parlé « Toi là tu parles beaucoup, tu pourrais réaliser un rapport sur Solana ?» Là frérot, je vais te partager les éléments essentiels du rapport. Là, quand on compare les frais de transaction sur la blockchain Solana, Ethereum et Bitcoin, on voit que c'est Solana qui a les frais de transaction les plus faibles, ce qui est très pertinent parce que quand on veut payer le moins de frais possible. L'autre élément
Ils ont essayé de comparer la rapidité des différentes blockchains. Et là, ils ont vu que Solana pouvait valider une transaction en 0,4 secondes contre, franchement, c'est un peu la honte pour Polygon, contre Polygon qui a besoin de à peu près 20 minutes en moyenne pour valider une transaction. Après, on ne va pas se réjouir trop vite. Là, la blockchain Solana est en test, donc il faudra attendre quelques mois pour voir si ces tests s'avèrent être pertinents et s'ils souhaitent continuer avec la blockchain Solana sur le long terme. Mais c'est quand même très positif pour le développement de Solana. Même s'il n'y a pas que des nouvelles positives actuellement autour de Solana, il y a une grosse menace qui nous vient d'FTX. Ouais, on en reparle. Il y a quelques nouvelles de temps en temps reliées à FTX, mais je t'avoue que moi, j'ai lâché l'affaire. Mais ça pourrait être pertinent de se pencher sur celle-ci. Là, c'est les fonds qu'ont FTX et ils pourraient potentiellement les liquider. On peut voir qu'ils possèdent une grosse partie de Solana. Et s'ils venaient à les vendre, ça pourrait potentiellement faire baisser le cours du sol. D'ailleurs, on avait vu une petite baisse qui aurait potentiellement été reliée à cette nouvelle. C'était un peu du faute, mais bon. Affaire à suivre. Maintenant, on passe à la suite. Je vais te parler d'une industrie qui pèse plusieurs trillions de dollars. Je te saoule avec, frérot, mais c'est important de s'y intéresser parce que c'est une autre application extrêmement pertinente de la blockchain, la tokenisation. Là, il y a des géants de l'industrie crypto qui se sont réunis pour créer la TAC. La TAC, c'est la Tokenized Asset Coalition, donc une coalition d'actifs tokenisés. Et leur but, c'est d'accélérer l'adoption de la tokenisation par les institutionnels. Et parmi les membres de la TAC, il y a vraiment du lourd comme Aave, qui est, il me semble, un des plus gros protocoles de prêt et d'emprunt, en tout cas sur la blockchain Ethereum en termes de TVL, Circle, Coinbase, Base, enfin, tu vois, ils veulent ramener les institutions financières dans la blockchain parce qu'ils veulent vraiment mettre en avant les blockchains publiques. Parce que tu sais que la tokenisation peut se réaliser sur des blockchains publiques, privées, mais aussi sur des DLT. Je t'invite à regarder la première vidéo que j'avais faite sur le sujet si tu veux en savoir plus. Et malgré le bear market, on peut voir que la tokenisation est une narrative qui connaît une croissance exponentielle, une dinguerie. Là, ils ont dépassé le milliard en market cap, en dollars. Même s'ils sont loin derrière le LSD, il me semble que le liquid staking, c'est à peu près 20 milliards. Mais bon, ça montre vraiment que c'est une industrie très porteuse, en tout cas une narrative très porteuse. Et maintenant, si on revient sur les institutionnels, on a récemment appris que Coinbase a lancé un service de prêt, enfin une plateforme de prêt pour les institutions américaines. Et tu vois que Coinbase, on le retrouve beaucoup. Parce que Circle, c'est plus ou moins relié à Coinbase. Coinbase, c'est Coinbase. Base, c'est la blockchain de Coinbase. Donc, je pense qu'il faut suivre attentivement ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont l'art de se positionner sur les secteurs où il y a beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et en parlant de Base, ils avaient récemment lancé leur blockchain. On avait vu qu'il y avait un meme coin qui avait explosé. On s'est rendu compte que c'était un rug. Là, il y a quelques semaines, je t'avais parlé de Friendtech, le réseau social qui te permet, entre guillemets, d'acheter des parts de tes amis pour accéder à leur communauté privée. Ils avaient connu une hausse exponentielle, mais après la hausse, la hype s'était essoufflée. Mais après une période d'accalmie, on peut voir que la hype reprend de plus belle. Bon, je t'avoue que moi, je ne suis pas trop emballée par le projet, mais bon, vu les chiffres assez surprenants qu'ils sont en train de réaliser, ça peut être intéressant de les suivre. Actuellement, c'est sur, entre guillemets, invitation, mais si tu le souhaites, tu pourras trouver des codes d'accès sur Twitter et je t'en partagerai aussi dans la newsletter, mais attention, il faut vraiment le tester avec parcimonie. Moi, je suis juste en mode observatrice, je fais littéralement rien dessus. Mais bon, on va voir comment ils vont se développer parce que tu sais qu'avec le marché crypto, on n'est pas au bout de nos surprises. Je vais te parler d'une narrative puissante. Cette narrative pourrait bien être un catalyseur du prochain bull run et ramener des milliards de dollars dans la crypto. On parle de l'approbation des ETF, mais essayons un peu de comprendre tout le délire autour des ETF, Bitcoin et Ether. Déjà, un ETF, c'est quoi? ETF, c'est l'acronyme anglais pour Exchange Traded Fund, fonds négociés en bourse.
En français, c'est un produit financier qui permet aux investisseurs d'avoir une exposition à un actif sans avoir à l'acheter, le stocker ou le sécuriser. Par exemple, si tu souhaiterais être exposé à l'or sans en détenir chez toi, tu pourrais investir dans un ETF or. Et en parlant d'ETF or, quand le premier ETF or a été listé sur la New York Stock Exchange, le cours de l'or a pratiquement fait une croissance exponentielle et il a fait un presque 300% en quelques années. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer avec les ETF reliés au Bitcoin et à l'Ether, mais ça peut être pertinent de garder cette information en tête. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on part dans l'écosystème crypto, il y a deux catégories principales d'ETF à distinguer. Les ETF spot, ou au comptant en français. Ceci nécessite un achat direct de l'actif. Donc si on prend l'exemple d'un ETF Bitcoin Spot de BlackRock, quand un investisseur souhaiterait investir 1000 dollars dans cet ETF, BlackRock s'assurera d'avoir 1000 dollars en Bitcoin grâce à son partenaire, parce que ce n'est pas BlackRock qui va directement garder les Bitcoins. Et dans le cas de BlackRock, BlackRock a choisi comme partenaire Coinbase. Maintenant, si on passe aux ETF futurs, là, ça implique qu'un investisseur parie sur un prix futur du Bitcoin, ce qui veut dire que le fournisseur d'ETF n'aura pas à avoir une réserve en Bitcoin. Là, on va essayer de se pencher sur le paysage des ETF reliés au Bitcoin et à l'Ether aux États-Unis. Donc, quand on se concentre sur les ETF Bitcoin Spot, il me semble que la première demande cet été avait été faite par BlackRock, qui est le plus gros fonds de gestion au monde. Il gère plus de 8000 milliards de dollars d'actifs. Donc AUM, c'est Asset Under Management. Ils avaient fait leur demande d'ETF Spot et après, tu as d'autres fonds qui les ont suivis. Si on prend le cas Grayscale, là c'est un peu particulier parce qu'ils avaient un produit financier qu'ils souhaitaient convertir en ETF Bitcoin Spot, mais la SEC depuis longtemps elle leur mettait les bâtons dans les roues et dernièrement on a appris qu'ils ont entre guillemets gagné leur procès. Gagner dans la crypto, c'est un bien grand mot parce qu'il y a plein de rebondissements, mais ils pourraient potentiellement voir une approbation de la part de la SEC pour que cette conversion en ETF Bitcoin Spot soit validée. En tout cas, même si toutes les demandes sont en attente, selon moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit ces ETF Bitcoin Spot arriver sur le marché. Quand on regarde l'écosystème des Bitcoin ETF futurs, alors ce tableau est non exhaustif, il y a peut-être d'autres acteurs que je n'ai pas mis sur la carte, mais là je voulais vraiment mettre l'accent sur l'ETF Bitcoin futur de Volatility Share qui a récemment été validé parce que là on parle d'un produit financier à lever x2, donc le truc très très risqué, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, si on passe aux ETF futurs Ether, récemment, il y a ARK Invest et 21 Shares qui ont fait une demande. Et cette semaine, ARK Invest et 21 Shares ont également fait une demande d'ETF Ether Spot. Donc, ces demandes sont en attente. On va voir quelle sera l'issue de celle-ci, même si selon moi, je pense que l'issue sera positive. Ce n'est juste qu'une question de temps. Une autre question avant de voir pourquoi l'approbation de ces ETF pourrait être un catalyseur de bull run. On pourrait se demander, mais pourquoi les ETF futurs sont plus facilement validés que les ETF spot alors qu'ils s'avèrent être plus risqués, surtout si on prend l'exemple d'un ETF à levier x2. En fait, c'est parce que l'écosystème des marchés futurs bénéficie d'une infrastructure établie avec des cadres réglementaires beaucoup plus clairs et opérationnels. Il y a même des entités qui sont là pour surveiller le bon fonctionnement de ces marchés, comme la CFTC, qui est un acronyme anglais pour Commodity Futures Trading Commission, qui est présente depuis 1973. L'autre raison, c'est que les ETF futurs ne nécessite pas de la part des fournisseurs de conserver les actifs. Ce qui veut dire qu'on enlève les préoccupations reliées à une potentielle perte, vol ou mauvaise gestion de ces actifs. Maintenant, la question ultime, pourquoi l'approbation de ces ETF pourrait être un catalyseur de prochain bull run? Premièrement, grâce à leur accessibilité. Car à travers ces ETF, des investisseurs qui
auparavant étaient réticents à l'idée d'investir au Bitcoin parce qu'ils ne voulaient pas se soucier de leur garde ou du fait de garder leurs clés privées, pourront le faire très simplement à travers un produit qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, les ETF. Donc on voit que les ETF élimine une barrière à l'entrée pour les investisseurs institutionnels. L'autre raison, c'est la légitimité. Car si ces ETF venaient à être approuvés, ils pourraient bénéficier d'une forte légitimité de la part des investisseurs, que ce soit institutionnels, mais même particuliers, qui voient dans la régulation une forme de sécurité. Et comme les ETF sont des produits financiers régulés, ils pourraient leur accorder beaucoup plus d'importance et de considération. L'autre raison, qui est aussi une conséquence de leur prise en légitimité, est la sensibilisation accrue du public. Parce que quand ces ETF seront validés, je pense qu'il va aussi avoir un gros travail d'acculturation qui va être fait de la part des fonds d'investissement comme BlackRock et Co. Et par extension, les investisseurs particuliers pourront aussi de plus en plus considérer investir aux crypto. Et une autre raison que je n'ai pas évoquée ici, mais c'est que selon moi, si on voit des ETF Bitcoin Spot validés, comme ceci implique une garde des cryptos de la part des ETF, ça va aussi ramener beaucoup plus de liquidité sur le marché. Et une des raisons qui font que là, on est encore en bear market, c'est que quand tu regardes les statistiques, il n'y a aucune liquidité sur le marché. Donc, s'il n'y a pas de la nouvelle argent fraîche qui vient sur les marchés, on ne pourra jamais connaître de bull run, tu vois ce que je veux dire? Et là, parlons un peu de bear market, parce que c'est vrai que là, on est en train de vivre le bear market le plus long de l'histoire, et parfois on peut douter, on va pas se mentir frérot, c'est normal, même si on a les convictions testostéronées, tu connais, parfois tu as des gars qui te disent, ouais mais frérot, ça fait depuis plus d'un an que tu es là, la crypto fait que de baisser, lâche l'affaire au bout d'un moment. Mais tu vois, quand tu es dans ces moments de doute, rappelle-toi, là, on a des fonds qui gèrent plusieurs milliards de dollars d'actifs qui s'intéressent au Bitcoin et à l'Ether. Tes gars sûrs là, ils ont combien d'actifs sous gestion en dollars? Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre chose, c'est que si ces fonds font des demandes d'ETF reliées au Bitcoin ou à l'Ether, c'est pour les proposer à leurs clients. Et le but de ces fonds, c'est de faire de l'argent. Donc selon moi, ça veut dire que ces fonds sont en train d'anticiper une appréciation de ces actifs, en l'occurrence le Bitcoin et l'Ether. Tu vois ce que je veux dire? En plus, je ne sais pas si je te l'avais partagé, mais récemment, Fidelity, donc le fonds qui a plus de 4000 milliards d'actifs sous gestion, avait partagé un rapport où il avait partagé sa thèse d'investissement reliée à l'Ether. Donc j'avoue frérot, c'est dur, mais il faut s'armer de patience, il faut avoir un mental d'acier, conviction testostéronée, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je vais te partager un bon plan. Imagine être payé à chaque fois que ta chanson préférée passe à la radio. C'est possible grâce à la blockchain et au NFT. On avait déjà partagé un exemple lié à la chanson BBHM de Rihanna, mais il y a une autre initiative qui s'est produite reliée à la chanson Compagnie de Justin Bieber. Donc l'équipe a émis 2000 NFT au prix d'à peu près 28 dollars. En Ether, c'est 0,017 Ether. Et chaque personne qui achètera cet NFT gagnera 0,0005% de royalties sur les royalties générées par la chanson, et ce, à vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique parce qu'on voit une vraie utilité de la blockchain et des NFT. On voit que la blockchain permet à un artiste de partager ses revenus avec sa communauté et par extension, renforcer le lien qui tisse avec celle-ci. Imagine, tu as des cryptos sur un portefeuille, tu souhaites les mettre dans ton compte, mais tu ne sais pas comment faire. Là, MetaMask a sorti une fonctionnalité pour te permettre de convertir tes Ethers en cash et les mettre dans ton compte bancaire. PayPal a fait la même. PayPal avait récemment lancé leur stablecoin qui, soit dit en passant, n'a pas connu le succès escompté. Mais bon, là, ils ont lancé un service off-ramp pour permettre aux utilisateurs de convertir ces cryptos en monnaie fiat. Ce sont des solutions
pertinente pour l'adoption massive, même si encore je me méfierais parce qu'il me semble que notamment celle de MetaMask vient avec des frais très très élevés. Mais bon, ça fait plaisir de voir que malgré le fait que nous soyons en soi-disant bear market, même si là frérot c'est pas un bear market, c'est un bull market, c'est un charbon market, c'est un je me positionne pour le prochain bull run market, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des choses très intéressantes qui se passent et je t'invite vraiment à suivre les évolutions et à vraiment renforcer les fondamentaux. Comme ça, au prochain bull run, tu seras calé, on sera calé parce que c'est ce qu'on fait ensemble. Là, on n'est pas là pour partir. Donc, si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime et abonne-toi à la chaîne. J'attends aussi tes retours en commentaire et pense à t'abonner à la newsletter parce que je te partage vraiment l'actualité de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, la nouvelle reliée à Solana, je te l'avais déjà partagée la semaine dernière dans la newsletter. C'est tout pour moi. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.